Bonjour, aujourd'hui on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire un peu avec ParaView. ParaView qui est en fait le programme qu'on appelle quand on fait Parafoam. ParaView c'est un logiciel gratuit et libre source, donc vous pouvez aller chercher la source et il ne vous coûte rien. Donc c'est un outil de visualisation qui est utilisé dans plusieurs domaines. On a fluide dynamique, ça c'est le domaine qu'on travaille, astrophysique, climat. Euh, on peut voir un peu qui travaille pour faire de la visualisation dans tout. Euh, c'est un programme qui va fonctionner sur toutes les plateformes. Donc, si vous avez Windows, vous pouvez ouvrir vos fichiers sur Windows. Vous n'avez pas besoin de télécharger Linux. Juste choisir votre version que vous voulez et votre plateforme. Moi, il détecte que je suis sur Linux, donc il me met Linux en premier. Euh, vous pouvez ouvrir vos cas, vous les mettez sur clé USB, puis si vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de rouler la simulation, donc juste ouvrir votre cas sur ParaView. Donc aujourd'hui, nous autres, on va travailler sur un cas très simple, où est-ce qu'on a une petite sphère qui va être dans un courant d'air à 0,1 mètre seconde. Ça va être de l'air. On a deux faces, un inlet, un outlet, notre courant d'air qui va passer comme ça, bien sûr. Nos deux faces sont slip, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cisaillement, donc pas de gradient de vitesse. Donc, ce qui va arriver, c'est que dans notre environnement ici, on va avoir un point, à un moment donné, pas trop loin de notre petite sphère, où est-ce qu'on va avoir une vitesse infinie. Je le dis tout de suite, parce que la vitesse infinie, on va l'utiliser tantôt. Donc, regardons un peu comment travailler avec ParaView. Donc, moi, j'ai déjà ouvert le cas ParaView. Vous savez déjà comment faire, fait que je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. On va regarder un peu si on a pris ouvrir le bon cas, hein, parce que j'aurais pu ne pas ouvrir le bon cas. On va regarder si on a une vélocité sur notre sphère. Donc on voit qu'on n'a pas de vélocité. C'est parfait. Et on va regarder si on a notre air qui rentre dans notre patch. Donc, on a une vitesse de 1 mètre seconde de magnitude. Donc, on devrait être sur l'axe des X. Donc, si on regarde axe des Y, on n'a rien. Axe des Z, on n'a rien. Et axe des X, on a toute notre magnitude. Donc, on est tout là-dessus. Bon, ça ici, ça décompose nos vecteurs, bien sûr, dans les axes de notre domaine. Bon, on va remettre magnitude. On va explorer un peu les outils de OpenFOAM, de ParaView, pardon. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs éléments de mèche. D'habitude, quand vous chargez vos mèches au début, vous chargez avec toutes les mèches, hein. Donc, ils sont chargés comme ça. Non, pardon. J'ai fini par avoir. Bon, comme ça. Donc, chaque patch avec des couleurs différentes. Pour travailler, c'est sûr que c'est préférable de travailler sur exactement ce qu'on veut. Donc, moins on importe de données, plus notre cas va être rapide, et surtout quand on a un vieil ordinateur ou on a Microsoft Windows et qu'on ne veut pas avoir de blue screen of death. Donc, nous autres, on va travailler pour l'instant sur tout le maillage interne. On va regarder un peu les outils qu'on peut utiliser sur ce maillage-là. Donc, celui-ci, c'est l'outil de découpe clip. Qu'est-ce qui va arriver quand on va couper avec clip? C'est qu'on va couper notre géométrie dans un axe et on va garder tous les éléments de volume d'un côté. Donc, pour l'application qu'on va tester là, on va peut-être plus utiliser une face. On va juste utiliser une face. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, Y, juste une face. Et on va mettre notre cas. Donc ici. Et on a juste notre face. Donc on va enlever le plane. On va regarder un peu la qualité de notre maillage. Donc, on a regardé si nos conditions limites étaient bien setées, parce qu'on est à temps zéro. Donc déjà, il y a déjà plein de choses à faire à temps zéro. On va regarder un peu notre maillage. On va voir ici surface avec edge, avec les côtés. On voit ici que c'est bizarre, on n'a pas des carrés, on a plein de triangles, puis on a des triangles bizarres. Pourquoi on a des triangles bizarres? Ben, c'est parce que quand on définit notre plan, ici, ok, lui, ParaView, il va couper dans ce plan-là. Donc, si une cellule est plus grosse que le plan, on va regarder, par exemple, on voit que ici, je coupe en plein milieu de plein de cellules. OK? On va rapprocher un peu, là, vous voyez, ici. Je vais faire flasher le slice. Boop. Donc, on va couper en plein milieu. Fait que lui, il va faire des rapprochements. Attends une minute. Bon, bon. On va cacher le plane. Et il va interpoler, fait qu'il va mettre des petits triangles, parce que lui, il calcule tout en triangle. Fait que, il fait des formes un peu bizarres. Pour si on veut pouvoir vraiment à quoi ressemble notre forme, on fait crinkle. Crinkle, ce qu'il fait, c'est qu'il
toutes nos cellules qui sont coupées sont prises. Regarde, par exemple, sont prises au complet. Donc, on a passé, on a coupé toutes les cellules, mais là, ils vont prendre toutes les cellules. Fait qu'on peut voir un peu à quoi nos maillages ressemblent. Donc, on voit que on a une, deux, trois couches de raffinement. Dans le fond, une grosse zone avec deux couches de raffinement à l'intérieur, donc trois couches de raffinement à l'intérieur. Donc, ça a l'air beau, ça a l'air bien. Donc, on va revenir à notre cas. On va remettre ici. On va enlever les surfaces avec Edge et on va enlever Crinkle. Et voilà. Donc, on va regarder un peu notre champ de vélocité au dernier temps, ok, quand notre cas a convergé. Je viens au dernier temps et je vais mettre vélocité. Donc, c'est notre champ de vélocité. Ça, bien sûr, vous l'avez vu. Moi, par exemple, une magnitude entre 0 et 1, tout le temps avec une vélocité, on ne peut pas avoir de magnitude négative parce que c'est la norme d'un vecteur. C'est pas, moi personnellement, j'aime pas utiliser le bleu à rouge pour quelque chose qui est de 0 à un nombre infini. Pourquoi? Ben parce que je trouve que c'est pas instinctif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire Edit. Ok, on va changer les couleurs. Chose couleur. On a une petite fenêtre ici qui va apparaître. On peut mettre de Inferno, de Black Body. Bon, noir quand ça bouge pas, blanc quand ça bouge beaucoup. Donc, c'est déjà mieux un peu comme couleur. Par exemple, si j'utilise un X, là, on peut avoir un nombre négatif. OK? Je pense pas qu'on en a dans notre cas. Fait que on peut, mais quand on a un nombre, on peut avoir un nombre négatif. Là, on peut prendre Cool to Warm. Ici, Extended, qui a plus de couleurs un peu. Donc, c'est comme les couleurs qu'on a. Mais là, regarde, c'est un peu contre-intuitif parce que tu vois, notre minimum, c'est 0. Ça reste 0. Donc, bleu, ça ne veut pas dire que ça va dans l'autre sens. Ça veut juste dire 0. On va revenir, on va mettre notre couleur comme on avait fait. Une autre couleur que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans les options ici, c'est GIS. Pourquoi GIS? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? C'est qu'il part du noir au blanc, un peu comme Inferno. Et puis, une autre caractéristique, c'est que toutes les couleurs, tout notre gradient de couleurs, dans le fond, euh, ils ont une luminosité différente. Donc, quand tu l'imprimes en noir et blanc, ça marche aussi. Bon, très, très utile si vous voulez écrire des articles ou des documents qui ont été imprimés. Continuons d'explorer nos outils. On a exploré l'outil du plan. On peut utiliser peut-être regarder d'autres outils. On va regarder notre slice. Attends, non, on va pas garder notre slice. On va l'enlever. On va travailler avec contours. Donc, vous savez, les contours, ce que ça va faire, c'est que ça prend un scalaire. Donc, il faut un champ scalaire. Nous autres, dans notre cas, on a juste un scalaire, on a la pression. Donc, on peut juste faire des contours par la pression. Vous voyez ici, bon, on va appliquer. Là, on voit qu'il fait un champ de pression autour de notre petite balle. Là, on va faire un truc. Regardez bien ça, ce truc-là. On va réimporter notre cas une deuxième fois. Ce que ça fait d'importer notre cas une deuxième fois, c'est qu'on peut avoir une deuxième série de coupes superposées. On peut juste mettre notre sphère ici, dans notre coupe, puis mettre notre sphère en rouge ou en n'importe quelle autre couleur, dans le fond. Edit. On va la mettre en bleu foncé. OK. Fait qu'on peut voir notre champ de pression, comment il se développe. Où est-ce qu'il se met, comment il se développe. Là, comme je vous ai dit, dans notre champ, on a juste une couche. Donc, une chose qu'on peut faire quand on a une couche en 3D, on peut la mettre on peut enlever son opacité un peu, la mettre transparente. Ça donne un peu une idée. Donc, on peut ajuster notre échelle. Donc, quand on clique sur la petite échelle ici, on a l'option de mettre plusieurs steps, plusieurs étapes. Et on peut utiliser, d'habitude, il nous donne comme référence le minimum et le maximum du champ. Donc, on va faire 10 petites couches entre le minimum et le maximum de nos champs. Et là, on voit qu'on a plus de détails un peu sur nos champs. On peut le colorer.
Le problème, c'est que si on le colore, on va dire, on va le colorer avec P. OK. On peut voir un peu plus. Qu'est-ce que c'est? Aussi, ce qu'on peut faire, c'est mettre l'opacité au maximum. Aller dans l'échelle de couleurs. Vous voyez, tantôt, j'ai utilisé celle-là ici, là, avec toutes nos échelles de couleurs. Là, il y a GIS parce que j'ai rentré tantôt GIS. On peut l'enlever. Mais GIS pour la pression, on va l'utiliser. Tiens, appelé. Il y a des sets de couleurs. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est qu'ils ont de la transparence dedans. On peut ouvrir ici. Quand vous voyez, j'ai cliqué ici. Quand on clique ici, on a les mêmes options. Quand vous voyez, options de tantôt. Je vais enlever GIS. Les options de tantôt, on a les mêmes options. Mais on peut contrôler un peu comment les couleurs sont distribuées. Euh, donc, on peut dire, hey, je veux de la transparence sur mon mapping. OK? Fait que là, la transparence, ça dépend des cas, comment elles sont configurées. Là, dans mon cas de GIS, ils sont configurés transparents aux deux extrémités de la, de la courbe. Donc, j'ai changé un peu la façon que la transparence s'exécute. Vous voyez, je suis quand même à 100%. Et on peut jouer. On peut par exemple prendre un X-Ray. C'est lequel qui a de la transparence plus belle? X-Ray, ou est-ce que notre blanc il va être complètement transparent et notre noir il va être complètement noir? Donc, on a plusieurs options pour jouer avec ça, pour faire différents affichages comme il nous plaît ou plaît pas. Donc, ça, c'est pour l'outil de contour. En fait, aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil de contour? C'est de faire un slice avant d'afficher. Fait qu'on aurait des isosurfaces que vous avez probablement déjà vu avec Python. Donc, on va continuer nos explorations d'outils. On va regarder un autre outil qui est un peu lié à contour. OK? On va regarder celle-là ici. Il s'appelle Threshold. Threshold, ce qu'il fait, okay, c'est qu'il va prendre notre champ scalaire, puis il va sélectionner toutes les cellules de notre champ scalaire qui est dans notre range de threshold. Okay? Donc, par exemple, on veut juste les pressions négatives. On va juste les dépressions parce qu'on est dépressif. On va sélectionner toutes nos cellules avec les dépressions. À quoi ça sert? Bon, dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose, mais par exemple, vous pourriez avoir un cerveau, puis un scan de cerveau, puis il y a toutes les cellules de consommation d'oxygène. Si vous faites ça, vous auriez comme le réseau neuronal. Bon, dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des applications, c'est juste pas pour nous autres aujourd'hui. OK, regardons les autres. Ici, extract subset. OK. Si vous avez remarqué, vous avez des boutons en haut ici. OK. Ces boutons-là, ça vous permet de sélectionner des choses sur votre cube ou sur votre face que vous avez sélectionné. Quand vous pouvez sélectionner un nombre de cellules. Ici, j'ai pris cellules, donc ça veut dire cellules. Un nombre de points. Vous pouvez aussi les désélectionner. Il y a d'autres options. Donc, les plus importants, c'est les points et les cellules. Donc, on peut prendre nos cellules. Vous voyez, j'ai pris plusieurs cellules. Et on peut les extraire. Ou si on a d'autres sets, ou etc. Donc, ici, extract selection. Je m'excuse, c'est pas celle-là ici. C'est pas celle-là ici, c'est celle-là ici que je voulais montrer. Appli. Donc, on extrait les cellules qu'on a surlignées. Est-ce que c'est utile? Bon, c'est pas la meilleure façon. Par exemple, si vous voulez calculer un débit, vous pourriez sélectionner juste les cellules qui sont concernées. Par exemple, dans un cône, il y a un débit à l'extérieur. Mais c'est pas le meilleur outil. Vous êtes mieux de faire un set field. Comme ça, vous avez tous les éléments de volume que vous voulez. Faire des sélections manuelles, je vous le recommande pas vraiment. Mais vous pouvez le faire. Bon, ça c'est le fun. Vous pouvez le faire. Donc, je vais cliquer sur le petit X pour enlever nos sélections. OK, donc on va continuer nos explorations d'outils. On a les glyphes ici. Les glyphes, je pense que vous avez déjà vu un peu comment c'est. Dans le fond, vous pouvez cliquer dessus. Et ce que ça fait, c'est que ça va mettre des flèches pour vos vecteurs. OK? Donc, on va faire appli. Là, ici, on voit flèche. On va enlever l'autre couche. Et on va faire, ça ici, c'est la distribution. Donc, on peut mettre plus ou moins de points.
Mais déjà là, on va mettre vélocité. Et le scalaire, ça c'est la longueur, viscosité. Euh, donc, on voit déjà que il y a beaucoup de flèches, c'est le bordel. Où est-ce qu'elle est notre sphère? Qu'est-ce qui se passe? On comprend rien. On peut mettre notre sphère vite vite. Ici, on va enlever. Sphère. Ici. OK. Ouais. Pas très très informatif. Informatif. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus informatif? On peut peut-être grossir les flèches. Ouais, on va grossir un petit peu. 5. Ici. Appli. Ah, trop d'informations. Il y a une forme de désinformation qui s'appelle la surinformation. Quand on a trop d'informations, des fois, on voit pas les phénomènes, on voit pas ce qui arrive. Donc, peut-être si on mettait le vecteur, ah, ok, bon, trop d'informations, on va pas travailler comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre moins de données. On va prendre juste une face, on va prendre moins de données, donc juste une face, slice, ici. On va slicer dans le sens des Y. On voit, ok, on voit ma petite sphère que j'ai importée ici tantôt. Hein. On va enlever la plane. Et il ne faut pas oublier que les filtres se font un sur l'autre. Donc, si on a fait une slice, on peut faire le glyphe sur notre slice. Ici. Ah, ça commence à être cool ça. Regardez bien. On va mettre la vélocité ici. Donc, la magnitude de la vélocité, ça va être notre face colorée. On va mettre comme ça. OK. Et on va aller sur nos glyphes. On va mettre l'orientation. On va mettre U. Ah, est-ce qu'on a besoin de scaler? Moi, ce que je viens de faire, je viens de mettre la vélocité dans notre champ de couleur. Une chose qu'on peut faire, c'est, au lieu de prendre des flèches, on va prendre des petites barres. Hein, des petites barres. Line. Ici. Appli. Donc, on peut voir un peu comment ça marche. Peut-être qu'on va changer la couleur. Tiens, ici, pour afficher notre notre U, on va mettre Black Body. Non? Qu'est-ce qui serait mieux? Alors, on veut un truc qui varie dans un sens. Inferno. Bon. OK, voilà. Donc, plus c'est rouge, plus ça bouge. On a la direction des vecteurs, puis nos couleurs en ce moment sont séparées en X ou ici, c'est pas la magnitude. Donc, on aurait pu avoir un nombre négatif, donc on n'a pas besoin de la flèche. Ça donne une idée un peu de nos courants. Des fois, il y a des gens qui aiment beaucoup cette façon-là de visualiser. Vous allez le voir une fois de temps en temps. On peut revenir aux flèches, pas trop. On va enlever notre background. On va mettre nos flèches. Pardon, ici. Nos flèches. Voilà. Donc, on a beaucoup, beaucoup de flèches. Puis, on va les mettre un peu plus petites. Un peu plus petites. Encore plus petites. OK. Donc, on voit nos flèches ici. OK. Est-ce qu'on peut les colorer? On peut les colorer. On peut les changer de forme. On va les changer de forme avec la magnitude, donc la vitesse. Donc, on voit que, dans le fond, nos flèches deviennent beaucoup plus petites. On va faire deux fois. Donc, on voit qu'on a des grosses distributions de vitesse. C'est peut-être pour ça que tantôt, je vous ai montré une façon alternative d'afficher. Donc, ici, fait qu'on voit le champ un peu plus de vitesse. Donc, ici, ce que ça fait, masking, c'est où est-ce que les flèches apparaissent. Donc, ici, on dit, on prend une distribution de tous les points dans l'espace et on fait 5000 points dans cet espace-là uniforme. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas se séparer avec les cellules. Donc, un peu, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est tous les endpoints. Là, les points, ça va être par rapport à notre cellule. Donc, plus qu'on a de cellules, plus qu'on a de flèches. Dans notre cas ici, c'est le fun parce que on a plus de cellules proches de notre mur. Coïncidence, je ne sais pas, mais on a plus de cellules proches de notre mur. OK. Donc, regardez nos cellules ici. Donc, on voit nos flèches circuler, on voit nos courants avec des flèches de plus en plus petites proches de notre affaire. Ça va bien. Si on en veut moins, on peut dire sélectionner toutes les deux cellules au lieu de toutes les cellules en tant que telles. Donc, on peut enlever un peu de flèches.
On a quand même des pas pires images là-dessus, là. Hein? Avec notre courant. On peut mettre le slice en arrière, en background. Ou on peut mettre les couleurs sur nos flèches, bien sûr. Hein? Ici, coloré, avec la vélocité. Oh, ça commence à être très, très, très beau comme image. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK. Donc, ça, c'est pour chercher les glyphes. On va enlever nos glyphes. On va aller au slice. Je vais vous montrer quelque chose vite, vite avec vos slices. Vos slices, vous n'êtes pas obligé de couper en plan. Vous pouvez couper en boîte, en sphère ou en cylindre. Est-ce que ça sert dans beaucoup de vos cas? Non, mais c'est des options. OK. Et c'est à peu près tout ce que vous pouvez savoir sur les slices. Sérieusement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais on va regarder la slice, puis on va regarder un autre outil. Hein? On va regarder euh, notre outil de Stream Tracer. Bon, si j'applique le Stream Tracer là en ce moment, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va mettre une ligne. Sur cette ligne-là, ça va mettre plusieurs points. Puis sur ces points-là, ils vont utiliser Ranchkuta pour regarder comment les petits points se déplacent dans notre espace. OK, on va faire le test. On va le mettre sur X, sur Z, on va chercher. On va le mettre sur notre ligne Euh, Remarquez que si je fais cette Stream Tracer-là, en dessous de Slice, il va utiliser les cellules, seulement les cellules que j'ai dans ma slice. Donc, il ne va pas partir en 3D. Pas supposé de partir en 3D. OK. Ça fait pas mal de lignes. Peut-être un peu moins de lignes. Une centaine. Voilà. Comme vous voulez, voyez, elle a pris la couleur de vélocité en X. Fait que on veut voir un peu notre vélocité, puis un peu comment ça se trace. Regardez ce qui arrive si je prends le stream, mais en 3D, je pourrais, ben là, le courant, on va juste comme ça ici. Fait que je peux prendre mon stream, comme ça. Là, je suis sur en 3D. On met une ligne en Z. Là, on va utiliser les points ici. XY, c'est en X qu'on veut l'amener en arrière. 0, 0. Donc, on n'est pas à 0, c'est moins 0.1, moins 0.1. Et voilà. Donc là, on a le même résultat. C'est ce que je disais tantôt. Mais si on se met un peu plus sur le côté, par exemple, on n'aura pas le même résultat. On va se mettre un peu plus sur le côté. En Y, on veut se mettre à 0.05, 0.05. Donc, quand vous connaissez votre cas, là, je vais mettre les couleurs en vélocité. Quand vous connaissez votre cas, c'est mieux d'utiliser les paramètres ici pour mettre vos points parce que c'est extrêmement précis. Vous voyez, on a notre sphère, on a notre streamline qui passe par-dessus notre sphère en 3D. Donc on peut faire des belles images pour montrer. Donc, ah oui, euh, ce que je disais, c'est qu'on peut aussi utiliser ici là, les notes aussi. Vous pouvez aller sur le clavier puis utiliser P pour mettre vos points. Euh, c'est pas très précis. Je vous recommande vraiment de mettre les valeurs quand vous connaissez votre cas directement dedans. Donc, ça c'est pour l'outil Stream Tracer. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres algorithmes. Vous pouvez changer les couleurs exactement comme les autres. Pas de différence. Euh, une chose vite vite, je vais vous montrer que je viens de penser. Ici, c'est juste ici, vous pouvez mettre vos axes. Hein. Pour mesurer les choses, c'est très utile pour regarder comment votre sphère mesure, point 1 à point 1, ou comment vos éléments mesurent. Il y a aussi une règle ici. On peut utiliser, par exemple, revenir sur notre cas, prendre la règle. Et comme je vous ai dit, il y a les P. Bon, on prend le P sur notre clavier. P, on met notre premier point. P, on met notre deuxième point. Puis on a notre longueur ici. Fait qu'on peut calculer les choses un peu
elle va vite. Très vite, comme ça. OK, donc on a parlé de la règle, on a parlé discipline, on a parlé des stream tracers. Ça ici, on ne va pas l'utiliser. C'est un peu bizarre. Ensuite, on a des datasets aussi. Ça, on ne va pas utiliser, puis c'est pas notre forme de données qu'on utilise. Il nous reste ces outils-là ici. Donc, ça, c'est des outils dans le temps, hein, ou pour un élément de volume. Bon, si on prend dans le temps, OK, appli. Là, on va voir qu'on n'a pas de résultat, rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de paramètre global. Parce que dans le temps, comme ça prend des paramètres globaux. Par exemple, si vous aviez un paramètre global sur la vitesse d'entrée, ça aurait sorti là. Mais dans le cas, on voit que ça ne sort pas. OK. C'est pas grave. On a d'autres paramètres. On va utiliser ici, plot selection overtime. Ah, sélection. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser nos petits boutons ici. OK. Fait que regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre notre carré. On va se faciliter le travail. Hein. On va couper en Y. Hein? OK. On va s'approcher de notre cas. Enlever le plan. Donc, vous vous rappelez des petits points que je vous parlais ici? Bon, je peux sélectionner un point. Donc, qu'est-ce qu'il va sélectionner? Il va sélectionner la grille la plus proche, l'élément de volume le plus proche de où ce que j'ai pesé. OK. Et je peux arriver puis dire sélection overtime. Là, il dit que ça peut être long parce que tu peux prendre plus qu'une cellule. J'ai dit juste une cellule. Si vous voulez être très précis, ce que vous pouvez faire, c'est faire un slice de slice de slice. Bon, ce que ça fait, c'est que, regardez, on va le faire ensemble. Là. On va faire un slice de slice. Donc, ça devient une ligne. Puis, si je coupe encore, ben, ça devient un point. Donc, je peux sélectionner mon point très précisément, comme ça. Parce que, comme je vous dis, à la main, c'est pas toujours la façon la plus efficace. Mais c'est pas grave, pour l'instant, on va aller à la main. OK, on va venir ici. On va mettre notre vélocité. OK, show plan. Bon, par exemple, on a un paramètre qui change dans le temps. Pouf. Par exemple, la vélocité d'un autre courant ou la pression. Ouais, pression aussi peut être intéressant. OK, on peut mettre notre point, comme on a fait il y a 2 secondes. Donc, on va prendre sélection. On va dire, ce point-là, il est intéressant. Je veux en savoir plus. Et on va tracer dans le temps. Appli. Là, on va voir une autre fonction de ParaView hein, pour faire des graphiques. Hein. On peut utiliser pour faire n'importe quel graphique. Si vous avez un CSV, on peut utiliser ParaView pour faire des graphiques. Donc, si vous ne vous rappelez plus de Python, vous pouvez utiliser ParaView. Ça marche très bien. Donc, ici, ce qu'on a. Vous voyez que j'ai l'œil qui est ici allumé pour plot over time. Donc, on a les paramètres du point 2 que j'ai choisi, qui est la 961e cellule. OK, bon. Okay. Ici, j'ai beaucoup de paramètres. On va en enlever un peu. On va prendre juste ce qui nous intéresse. On va prendre, par exemple, la pression, ici. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? C'est la pression dans le temps. Hein? Vous voyez, je fais varier le temps, puis c'est une ligne verte qui passe sur mon graphique. Vous voyez? On recommence. Ah, ok, c'est cool. Parce que vous pourriez mettre vos deux images, puis mettre une animation avec les deux qui changent en même temps. Donc, on voit comment la pression évolue. Hein? On va regarder aussi la magnitude de la vélocité. Tiens, ici. Magnitude de la vélocité. Mais là, j'aime pas ça les avoir sur le même axe. OK. Donc, on peut changer ici les paramètres. On pourrait, par exemple, on va regarder la pression. On va commencer comme ça. Une chose à la fois, Gab, une chose à la fois. OK. On peut mettre un titre sur l'axe du bas, en temps, par exemple. On peut mettre un titre sur l'axe de gauche, qui est par exemple pression en Pascal. C'est delta pression parce que ce qui arrive, c'est que on a une pression de référence, puis on a plus ou moins ce nombre de Pascal là. OK. Et on peut marquer point numéro 961 à time.
Je pense que c'est dollar time. Bon, il y a un truc pour marquer le temps, mais je l'ai raté. Bon, c'est ça. C'est dollar puis time. À time. On peut remarquer, regardez. OK. Quoique là, on est en temps. Fait que ça donne pas beaucoup d'utilité de mettre le temps. Tantôt, ça va être plus utile. OK. Donc, la pression, changement de pression. Et on va mettre la magnitude. Comme je vous ai dit tantôt, c'est pas le fun, c'est sur le même label, mais pourtant on n'a pas le right axis. OK. Dans toutes les options que vous avez, OK, vous voyez, il y a un petit gear ici, puis il y a un fichier de recherche ici. Ici, ça vous permet de chercher avec vos claviers les paramètres. Puis ce qui arrive ici, c'est que si vous cliquez dessus, ça va montrer tout ce qui était caché. Hein, vous voulez voir, il y a plein d'options cachées. Et là, vous voyez, il y a plein d'options. Fait qu'on va dire U, c'est maintenant affiché à droite sur le graphique. Donc maintenant, on a nos deux graphiques, deux axes. J'aime pas le mauve, là, on va changer la couleur, tiens. Pourquoi pas? Hein? Ici, marqueur, ligne style, on va mettre des dashes, tiens, pour l'instant. OK. Et ensuite, on peut aller sur notre axe, qui est maintenant apparu en cause qu'on a cliqué sur la petite gear. Et on peut, il y a beaucoup d'options, là, ça devient plus dur à se retrouver, par exemple. Marquer hein, vitesse en mètres par seconde. Là, on voit que notre graphique fait toutes les choses pour nous. Il met notre légende, il met nos axes, il met nos noms. Ça fait des très très beaux graphiques, je veux dire franchement. Disons que vous voulez mettre une échelle logarithmique. Hein? Bon, choisissez l'axe sur lequel je vais l'enlever parce qu'on va le mettre sur la pression. La pression est déjà là. Vous pouvez mettre un log. Là, ça ne marche pas parce que ma pression, elle passe par 0, puis log de 0, ben, ça ne marche pas. On peut le mettre sur le temps. Non, sur le temps, il passe par 0. On pourrait le mettre sur la vélocité. Mais ça va le faire, ça va ajuster tout pour nous. C'est parfait. Donc, c'est comme ça de afficher dans le temps. Là, vous allez dire, hey, c'est donc cool d'afficher dans le temps. Maintenant, j'aimerais afficher sur une ligne. Hein, parce qu'on va faire une ligne, dans notre cas, puis on veut voir comment ça change sur cette ligne-là. C'est la même chose, c'est très simple. OK. On va revenir. Là, vous voyez, j'ai fermé la fenêtre. Hein. C'est pas grave, on n'est pas perdu. Render View, c'est la fenêtre normale qu'on prend d'habitude. On va remettre Render View. Là, nos yeux sont fermés, on peut les afficher. Hein? Hein? Parfait. On est revenu dans notre cas de tantôt. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? C'est on va aller chercher une ligne. Donc, on va faire une slice parce que je trouve que c'est plus facile de tracer une ligne quand on voit où ce qu'on s'enligne. Sans jeu de mots. OK. Et ensuite, on va dire plot overline. Plot overline. Ici. OK. On va centrer notre au centre. Non, pas là. J'aime pas ça. Je veux un autre. Je veux l'amener ici. Et voilà. Donc, c'est ici, résolution, c'est le nombre de points qu'il va prendre. Parce qu'il va ouvrir un graphique comme tantôt. Là. Okay, regardez, on va y aller. Appli. Ah, graphique comme tantôt. Regardez ça. Sauf que celui-là, il n'est pas sur le temps. Il est pour cette étape-là à laquelle vous le mesurez. OK, on va travailler un peu dessus. On va fermer ça ici. Donc, comme dans l'autre, on va avoir plusieurs options. On peut enlever certaines options. Ici, la magnitude. Puis on va envoyer la magnitude sur notre droite. Puis, on va faire attention parce que l'axe du bas, il va être par rapport à quelque chose. Là, on peut dire par rapport au point en... Bon, c'est en Z, je pense. En Z. Donc, ça va être les mesures de notre cas directement. Donc, on peut voir un peu comment la pression puis la magnitude de la vélocité
évolue. On peut le prendre peut-être juste en X. Là, il ne faut pas oublier qu'il faut le remettre à droite. OK, voilà. Et on peut verrouiller les échelles. Moi, je vais au dernier temps d'habitude. Puis après ça, je verrouille les échelles. Parce que c'est un peu très souvent, c'est des valeurs maximum. Regarde, ici, en mettant Custom Range, il met qu'est-ce qu'il y a déjà. Okay. Donc, ça le verrouille là. Et on peut reculer dans le temps et pouf! Voir comment ça évolue dans le temps. On peut faire sortir une animation avec ça. Euh, pour l'instant, c'est assez. On va voir comment les lignes fonctionnent. Donc, c'est comme ça qu'on trace dans le temps, qu'on trace sur une ligne. Là, on va faire de quelque chose de un peu plus compliqué. OK? Si vous êtes confiant. OK? Regardez bien. On va aller chercher le coefficient de friction. Le coefficient de friction. Donc, pour aller chercher le coefficient de friction, on va le comparer avec ce qu'on a dans le livre. Un Bird, tantôt j'en ai parlé du Bird. Donc, on peut ouvrir le livre et on peut aller regarder un peu qu'est-ce qu'on a. Donc, on peut regarder ici, pour aller chercher le coefficient de friction, il y a un paquet de trucs pour dire que finalement, ça revient à aller chercher le Reynolds et on peut aller chercher le facteur de friction avec le Reynolds. OK, cool, cool, cool. On va regarder ce qu'on a. Donc, c'est quoi notre Reynolds en ce moment? C'est comme je disais, on a vélocité de 0.01. Donc, c'est ρ. N'oubliez pas que Reynolds, c'est ρ VD sur mu. Mais là, on travaille en kinétique. Donc, on va utiliser la vitesse V avec la longueur caractéristique D sur la viscosité kinématique. Bon, c'est nu qu'on va utiliser et pas mu. OK? Petite différence. OK? Donc, on a une vitesse à l'entrée. On a une longueur caractéristique ici. Et on va avoir le nu de l'air. Donc, ça va être donc 0.1 vitesse. OK? 0.2 longueur caractéristique. OK? Et on va diviser par le mu de notre cas. Donc, on ne va pas se casser la tête. Hein? Je l'ai rentré ici. Et on va juste faire un petit 4. 4, c'est juste pour afficher un fichier vite vite. On ne peut pas rien éditer, c'est juste pour voir vite vite qu'est-ce que ça donne. Non, c'est pas dans post-processing, c'est dans constant. Transport property. Donc, on voit qu'on a 0.01. Vous voyez, c'est nu. Hein? Ici, regardez bien les dimensions. Hein? Mètre carré par seconde. Il n'y a pas de kilogramme. N'oubliez pas. Mais c'est pas grave, on peut calculer notre Reynolds avec ça. Donc, 0.01446 sur. Donc, on a un Reynolds de 1.38. OK. Donc, on va aller chercher notre friction. On a juste besoin de notre Reynolds. Bon, OK. Regardons sur le graphique. Donc, c'est cette fonction-là qu'on va utiliser. Parce que on n'est plus tout à fait dans ce local-là. En fait, ça ici, c'est juste vrai pour en dessous de 1. OK. Donc, c'est quoi? C'est 24 sur notre Reynolds avec la racine carrée plus 0.54 puis tout ça au carré. Donc, on s'attend à avoir un Reynolds pas un Reynolds, c'est un facteur de friction de 22.14. 22.14. OK, OK. Regardons si on a ça. Donc, la première façon qu'on va regarder, on va regarder en utilisant les techniques de OpenFOAM,
C'est-à-dire que dans mon fichier système, si je vais dans système ici, hein, j'ai mis un fichier force coefficient incompréhensible. Il est où ce fichier-là? Il est dans Foam, Foam tutorial, je crois. Du Foam tutorial. Et il est dans ressources, force. Bon, par cœur, je ne m'en rappelle plus. On va le marquer à quelque part pas loin. Donc, j'ai mis mon fichier ici. J'ai mis mon fichier force incompressible ici et je l'ai paramétré. Hein, parce que si on ne le paramètre pas, il ne donne pas les bonnes informations. Donc, il faut lui donner la magnitude à l'infini, la magnitude de la vitesse en infini, la longueur caractéristique et l'air dans lequel notre courant passe, la surface à laquelle notre courant va s'appuyer. Donc, nous autres, ça va être tout simplement pi r carré. C'est un sphère, fait que pas très compliqué. Et ensuite, on lui donne des drags, une direction pour le drag, puis une direction pour le lift. Comme vous voyez, le drag en X, le lift en Z. Pourquoi? Ben, si on revient à notre cas, on a une petite sphère, sphère tournante, on regarde en X, comme ça, notre courant rentre comme ça, drag est là, puis notre lift est en Y. Donc, c'est comme ça qu'il va calculer. On peut même regarder un peu comment exactement il calcule, si je veux vous faire peur un peu. Hein? Force coefficient. Ah! Juste ici. Donc, vous avez peur? Ça a marché? OK. Donc, il va utiliser trois forces. C'est quoi ces trois forces-là? C'est les mêmes trois forces que dans votre livre. Il va avoir votre pression, votre cisaillement et la force qu'il appelle poreuse. Ici, il n'est pas marqué, mais c'est ça, OK? Ensuite, il va faire un dot fonctionne sur le vecteur concerné, par exemple le drag, le lift, et il va diviser par l'air et il va multiplier par Pdin. Pdin, c'est quoi? C'est ça ici. Et ça vient de où ça? Ben, ça vient de un petit calcul ici pour aller chercher le drag coefficient avec la force qui est appliquée sur notre géométrie. Vous voyez, celle-là est juste ici, ce petit calcul-là. Vous voyez, CD, c'est coefficient. Fait que si on prend la division F divisé par ça ici, donc 0,5 fois ρ fois V au carré fois l'air, donc FD divisé par tout ça. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a FD divisé par l'air fois 2 fois la magnitude, donc au carré, tout ça. Donc, on a exactement la même équation. OK, donc c'est comme ça que OpenFOAM va calculer. Il va calculer pour chaque cellule ce terme-là. Donc, on va fermer ça ici. Et on va lancer le code. Donc, les commandes que je vais utiliser sont les suivantes. ComputeDrag, donc Simple Form Process. Et je vais aller chercher en même temps le sharing sur le wall avec une autre fonction, la deuxième qui est juste en dessous. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser cette fonction-là dans Parafoam pour le calculer une autre fois notre coefficient de drag. On va le calculer de 2 fois. OK. Donc, on va le lancer, ComputeDrag. Là, il y a beaucoup de données. J'aurais peut-être dû inverser les commandes. Bon, ça, c'est notre deuxième commande qui vient d'embarquer. On va aller à notre première commande, juste ici, pour le dernier temps. Juste ici. Et on a comme drag coefficient 22.79. On va le mettre ici, hein, on va s'appeler 22.79. OK. Donc, c'est pas mal, pas mal proche. Pas mal proche. OK. On va regarder maintenant, vite, dans ParaView. Comment on fait? Donc, on a notre cas ici, on a notre sphère ici. Vous allez devoir suivre, OK? Ça va être un peu plus dur, OK? Mais il faut suivre la réflexion. Donc, tantôt, je vous ai montré l'équation. Je vous disais qu'on on faisait le dot product avec le normal, OK?
moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans l'alphabetical ici, et on a une fonction, une couche, exactement comme les autres d'en bas. Ça, c'est toutes des couches que vous pouvez utiliser, que vous pouvez ajouter à n'importe quelle sorte de données. Ok? Il y en a énormément, on ne connaît pas toutes par cœur. Ok? Vous cherchez ce que vous avez besoin. Bon. Ici, on cherche quelque chose par rapport aux surfaces. Je vais vous le donner, c'est générer de surface. Bon. Ce qu'on va faire ici, on va lui dire de la calculer. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que maintenant, dans mes mesures ici, je vais avoir un nouveau vecteur qui va être la normale de mes cellules. Hein? Qui va être la normale de mes cellules, c'est-à-dire comment mon vecteur s'enligne. Si on met magnitude, ça ne va pas être très intéressant, mais si on met en X, on voit que on s'enligne dans le négatif, on s'enligne dans le positif, donc on voit comment nos cellules sont, c'est notre normale de notre face. Continuons. Euh, Là, maintenant, on a nos champs. OK, on a nos champs. Tantôt, j'ai dit, on a pression, vélocité, puis on a été chercher le cisaillement. Très important, le cisaillement. Donc, on a tous nos champs qu'on a besoin. Hein, on peut sortir la calculette. Hein, on va pas prendre celle-là, là, on va prendre celle-là, parce qu'elle, elle calcule toutes les cellules, puis on ne va pas les faire une par une. OK? Donc, ici, il y a plusieurs attributs qu'il appelle. Dans le fond, c'est où est-ce qu'on calcule. On calcule soit des points ou soit des cellules. Nous autres, on va calculer des cellules. OK. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est la force de friction. C'est pas le coefficient encore. C'est pas encore le coefficient. OK? On va aller chercher notre pression, qui est un scalaire. OK? C'est bon? Pression scalaire. Et on va multiplier par le vecteur de la normale. OK? Donc, ça va faire comme un peu qu'est-ce qui pousse. On va faire toute la somme de tous nos vecteurs tout autour, puis on va avoir comme un différentiel de pression avec une direction qui va nous dire ça pousse dans cette direction-là. Donc, P fois la normale. OK. Donc, ça va donner notre premier terme. Deuxième terme, c'est lequel? Ça va être notre cisaillement. Et après ça, la porosité, mais on n'en a pas. C'est ça. On a ces deux termes. Quand on intègre, n'oublie pas qu'on intègre des deux côtés de notre équation. Donc, on peut intégrer d'un coup comme ça, il n'y a pas de trouble. Là, on va rajouter le cisaillement ici. Hein? On l'avait tantôt. C'était. Ah oui, c'est ça. 0.01446. OK? Puis là, il ne faut pas oublier que on n'a pas de densité, on n'a pas de densité dans rien. Fait que faut le rajouter. Donc, c'est quoi celle de l'air? Je l'avais tantôt ici. On pourra aller revoir ici. On n'a pas besoin de chercher. 4 constantes. Transport property. Hein, Rho 1.205. Bon. Puis là, vous voyez, je multiplie les deux termes. 1.205. Ici, voilà. OK. Ça, ce que ça nous donne, c'est un vecteur. On a un vecteur. Fn. Donc, on peut aller chercher la magnitude. OK, on voit qu'il y a des parties plus grosses que d'autres. Puis, ils sont tous orientés par rapport à la face. Parce que là, c'est juste une magnitude. Là. Par exemple, si on prend le x, hein, vous voyez qu'il y a du négatif, puis il y a du positif. Donc, il y a des parties qui vont se soustraire aux autres. Quand on va faire l'intégrale. Donc, on est rendu où? Ah, l'intégrale. Ouais. Ah, parfait. Filtre alphabétique et intégrer les variables. Ah, c'est parfait. Intégrer les variables. Est-ce que je veux diviser par le volume? Ils disent volume, mais si vous avez un point, il divise par rien. Si vous avez une cellule, il va diviser par la face de la cellule. Si vous avez un volume, il va diviser par le volume. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir les bonnes choses. OK. Là, on a les variables intégrées. On a F. F qui est supposé d'être... Ah, regarde, vous voyez, point ici. Il faut mettre cellule. Cellule. Fn, il devrait être là. Fn, on a un vecteur. Un vecteur ici. OK. Good. C'est bon jusque-là. On va ouvrir la calculatrice encore une fois. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pipeline. Donc, ça descend comme ça. Plus qu'on en rajoute. Et ce qu'on va faire, c'est cellule. Parce que sinon, on ne pourra pas voir une autre chose. Regardez bien si je mets ce point ici. On n'a pas ce qu'on a calculé auparavant. On remet cellule. OK.
Et là, on va aller chercher notre drag coefficient. OK. Donc, c'est quoi? C'est Fn. Là, si on veut les chercher comme eux, ils l'ont fait dans leur code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier dot avec ihat. Ihat, c'est notre vecteur unitaire en x. Mais il y a une autre façon, je vais vous le montrer. Moi, ce que je préfère, c'est prendre la magnitude. La magnitude, parce que notre drag peut comme switcher de place. Il n'est pas nécessairement dans la direction qu'on le dit. Mais là, on dit qu'il est en x. Comme dans le code. Parce qu'on va comparer avec le code. Bon. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est diviser tout ça par exactement les mêmes paramètres que je ne me rappelle plus. Hein? C'est pas grave, on s'en rappelle plus, on va les chercher. Bon, ça y est, ma fenêtre avait pu être placée. OK, paramètres, on va les chercher nous par... Donc, c'est 0.5, rho, vitesse au carré. Ah, OK. Donc, 0.5 fois rho qui était 1.205, quelque chose de même, je me rappelle bien. Après ça, la vélocité à l'infini, c'était 0.1. On le met deux fois. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ah, il nous manque l'air. Mais attention, hein? Parce que si vous utilisez R ici, c'est l'air de toute la sphère. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre juste la sphère, dans le fond, il y a juste la moitié qui est face au vent. Hein? Bon. Fait qu'on va prendre juste la moitié. Ça, deux. Ben simple. Ça casse pas la tête. Parce que R, c'est l'air de toute la sphère, parce qu'on a intégré. Vous voyez, on va ressortir le tableau. Là. Pardon, je l'ai fermé. Ça va vous montrer comment ouvrir le tableau en même temps. Il devrait être juste là. Spreadsheet, voilà. On va remettre notre calculateur 2. Et cell. Vous le voyez, la RA, il est juste ici. Hein, R. OK. Ça, c'est l'air de toute la sphère. OK. On prend juste ce côté-là. Donc, on devrait avoir tout. On va appliquer. Donc, juste ici. Donc, 56, c'est bon. 1.205. Prochain. Puis avec la normale. Est-ce qu'on a tout fait comme vous? Il faut se réviser. Hein. Je pense bien. Tantôt, ça me donnait plus proche que ça. Bon. Là, on a un coefficient donc de 28.6. OK. Peut-être dû à une petite différence de calcul ou peut-être une petite erreur de ma part, mais je pense pas que j'ai fait d'erreur. Ah, le coefficient il est peut-être ajouté à la fin. Ouais, c'est ça. Le rho il est ici. Le rho il est ici, pas dans l'autre d'avant. J'ai pas besoin de mettre deux fois le rho. Donc là, on a notre résultat. 23.78. On va comparer avec ce qu'on avait avant. Là. On a nos deux ici sur notre petit papier. Donc, on a 22.14 théorique qu'on a sorti avec le livre. On a 22.79 qu'on a sorti avec l'outil de Parafoam, OpenFoam. Et on a notre fameux 23.79. Exactement un de plus, je sais pas. Il doit être une petite différence de calcul entre moi et lui. Euh, pour notre résultat de ParaView. Donc, c'est très intéressant, mais moi, je préfère, comme je vous ai dit, pas le hi-hat. Moi, je préfère magnitude du vecteur directement. Donc, ça change à peine, on vous me direz, mais c'est parce que le vecteur est un peu pas tout à fait au centre. Vous pouvez me dire que ça change à peine.
OK, c'est correct. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le coefficient de friction avec juste ParaView. En fait, vous pouvez calculer beaucoup de choses que OpenFOAM calcule parce que vous avez tous les champs dans le fond pour faire les calculs. Tout est là. Parfois, il faut lui demander à OpenFOAM de faire plus de champs parce qu'il en cache une coupe. Par exemple, on a été chercher le wall shear tantôt. Euh, c'est ça. Merci de votre attention. Bonne journée.